Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Oh, contact! Miller and Mir! Side to side! They bash into each other! The checkered flag is out! It's Zarco versus Martin for second. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Installez-vous confortablement, cette semaine c'est l'épisode 161 et on va vous parler du 3e Grand Prix de la saison pour lequel nous revenons pour la 11e fois au quota pour le Grand Prix des Amériques. Pour cet épisode, je retrouve un de mes membres préférés de chez C'est qui en pôle, je dis ça à chaque fois pour vous flatter les garçons. Je retrouve Paul. Comment tu vas, Paul ? Moi en pleine forme, mais surtout je sais que c'est vrai, donc du coup c'est normal. Je viens pas souvent, mais c'est parce que ma présence apporte un petit plus à ce podcast, donc du coup je me fais rare. Exactement. Bon, et avec nous cette fois, on a une nouvelle invitée, une nouvelle acolyte qui est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup puisque c'est une amie. Il s'agit de Automne. Comment tu vas, Automne ? Salut, écoute, je suis ravi d'être parmi vous. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent pas, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et surtout nous dire qui est ton pilote préféré, ta marque préférée et sur qui tu mises cette saison ? Alors, donc je m'appelle Automne. Je suis journaliste et donc je travaille pas seulement sur la moto, mais je travaille aussi sur des courses de moto. Et puis mes pilotes préférés, du coup je dis mes, parce que j'arriverai pas à en choisir un seul. Il y a Justine Pedemonte qui est en FSBK en 600. Xabi Surutusa qui vient de faire son premier Grand Prix en Moto 3. Parce qu'il est basque et c'est bien d'avoir un nouveau basque après Efren Basquez. Et voilà. J'arriverai pas à en trouver d'autres comme ça, mais... Ok, et sur qui tu mises cette saison pour le titre ? Pour le titre en MotoGP, ouais. Je mise sur Marco Bezzecchi, bien sûr. T'as vu, Paul, comment elle a pris des petites notes avant de venir ? Elle a noté Justine, elle a noté Bezzecchi, c'est bon, en fait, elle veut juste être intégrée chez C'est qui en pôle. Voilà le moment où je quitte ce podcast. J'arrête. C'était pour te remplacer, en fait. C'est exactement ça. Oui, et la question que les garçons vont avoir envie de te poser, c'est une question de Pierre qui l'a noté dans le conducteur, c'est est-ce que tu roules à moto ? Oui, ça m'arrive. Pas au quotidien pour aller au travail, mais ça m'arrive de rouler à moto, ouais. T'as quoi comme moto ? Une 125. Ok, tu vois, on reste dans le thème des trucs pour mettre des pièces dans ma poche avec les 125. Alors avant qu'on commence, Paul et Automne, j'ai une question pour ce Grand Prix aux États-Unis. Est-ce que vous savez combien de Grands Prix ont été organisés aux États-Unis et surtout où ? Alors le nombre, j'arriverai pas à te dire. Je sais qu'il y en a eu 2 dans fin des années 60. C'était à Daytona. Ensuite, ça s'est arrêté. Ensuite, c'est revenu cette fois à Laguna Seca. Pour toutes les catégories jusqu'en 94. Ensuite, ça s'est arrêté. Ensuite, c'est revenu à Laguna Seca en 2005, mais il n'y avait que les MotoGP, je crois. Et après, il y a eu des fois, il y avait Laguna Seca plus Indianapolis. Et après ça, ils sont allés au Texas, au Circuit of the Americas. Paul, t'as vu, on a quelqu'un qui est beaucoup trop intelligente pour le niveau de notre podcast, on va se faire ridiculiser. Alors pour le coup, j'avais Indianapolis, j'avais Laguna Seca, et le nombre, je l'ai parce que tu l'as noté dans la question. Ouais, c'est 35 Grands Prix aux États-Unis, et en effet, du coup, c'est Laguna Seca, Austin, Indianapolis et Daytona. Voilà, c'était le petit instant culture G. On va pouvoir passer tout de suite aux news. Donc aux news côté Moto 3, on a l'arrivée de ton chouchou, du coup, Automne, qui est Xabi Surutusa, qui vient d'avoir 18 ans et qui participe, du coup, ce week-end à son premier Grand Prix. Et c'était Pérez qui le remplaçait jusque-là pour le team KTM à Jo. Et on a aussi côté Moto 3 Rueda qui était présent en début de week-end, qui faisait des belles choses qu'on avait hâte de voir en course, mais qui finalement sera absent du dimanche puisque pas de bol pour lui, il a l'appendicite. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. Côté Moto 2, on a aussi un absent qui n'est autre que Sasaki, qui lui se fait opérer des 2 avant-bras, qui s'est fait opérer des 2 avant-bras juste après le Grand Prix du Portugal, car il a le syndrome compartimental, donc un truc qui a pas l'air très fun comme ça, et il n'est pas rétabli pour le Grand Prix ce week-end.
Et on va passer au MotoGP avec pas mal de nouvelles au final, qui sont surtout des nouvelles du mercato, ce qui est un peu surprenant parce qu'on n'est qu'à la 3e course de la saison. On avait déjà Bagnaia qui avait signé et prolongé. Là, la grosse info qu'on attendait oui et non, qu'on suspectait, mais qu'on pensait pas voir déjà vérifié dans le paddock. On sait qu'il y avait une rumeur autour de Fabio Quartararo sur un potentiel départ chez Aprilia pour un contrat qu'on estimait à 4 millions d'euros. Il s'avère que Fabio Quartararo a finalement prolongé son contrat pour 2025 et 2026 chez Yamaha. Ça a fait beaucoup parler, évidemment. Il y a eu des questions d'aspect technique, des questions d'aspect financier, parce qu'on sait que les gens aiment parler d'argent. La rumeur disait que Fabio Quartararo aurait signé un contrat de 12 millions d'euros chez Yam. Au final, il s'avère, d'après ce que disaient Thomas Morsolino et Daryl Ramadier, que le contrat serait plus aux alentours des 5 millions d'euros, avec 1 million d'euros en fonction des résultats. On va pas se mentir, pour 2 ans de contrat, c'est pas déconnant comme somme. Le communiqué officiel de Fabio, c'était que sa décision de rester dans l'équipe bleue a été positivement influencée par le fort engagement de Yamaha à renouer avec la victoire grâce au développement continu de la YZR-M1. Ça a été suivi d'une annonce qu'on n'attendait pas vraiment. On va pas se mentir, c'est des choses dont on parle depuis quelques années mais qu'on n'attendait pas encore, qui est le départ de Lynn Jarvis à la fin de la saison. Il s'avère que c'est une rumeur qui apparemment date de Sepang de février. Donc que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie et pas forcément impactée par la décision de Fabio. Mais ça, du coup, c'est la grosse news côté Yamaha. Paul, qu'est-ce que t'en penses de cette prolongation de Fabio Quartararo et du départ de Lynn Jarvis? Moi, honnêtement, j'avais surtout lu, j'avais bien aimé le débrief de Punier à ce sujet-là. Pierre en avait parlé aussi sur en off hors ligne pour tous. Honnêtement, pour moi, il n'avait pas des masses de choix. Maintenant, dire que il signe parce que en gros, il pense que Yamaha va évoluer, etc., etc. Ça fait des années que Yamaha dit qu'ils vont évoluer, qu'ils vont faire des super motos, etc. Et en fait, ça, il n'y a pas de renouveau de ce côté-là. Est-ce que c'est parce qu'il y avait peu d'opportunités de l'autre côté, un gros chèque, ou tout simplement parce qu'ils croient dans le projet et qu'on remet pas ses paroles en doute? Peu importe, moi ce que je vois, c'est le résultat déjà ce week-end. Il a parlé de beaucoup de pièces testées. On saura d'ici, je pense, 6 mois si ça a été une décision bonne ou pas, tout simplement. Maintenant, voilà, il est là, au moins son avenir est fixé, donc il peut plus se plaindre. Par contre, il faut juste travailler dans le bon sens, parce que voilà, il reste en disant que il sait que Yamaha veut renouer avec la victoire, veut développer, etc. Donc faut plus se plaindre du développement et juste bosser et espérer que les résultats suivent. Je te rejoins, Paul, là-dessus. Je pense aussi qu'il y a une question d'image, entre guillemets, et de communication. C'est que Yamaha, ils ont besoin de Fabio Quartararo. Et Fabio Quartararo a besoin de Yamaha. C'est ce que disait Fabio Quartararo dans une interview qui a été diffusée sur Canal ce week-end. C'est qu'il connaît sa valeur, il connaît ce qu'il vaut. Et forcément, un pilote de son niveau, entre guillemets, et de sa valeur, globalement, a forcément plus d'impact dans un team officiel que dans un team satellite. Et à l'inverse, Yamaha, on va pas se mentir, je pense qu'il n'y a pas énormément de pilotes, même si des pilotes ont envie d'être dans des teams satellites, peu ont quand même envie d'aller sur une moto qui en ce moment pour l'instant est juste une broyeuse de pilotes, parce que Rins ne fait rien, Fabio ne fait rien. Donc je pense qu'il y a aussi une nécessité mutuelle dans cette signature de team. Et comme tu le dis, chez Aprilia, pour l'instant c'est en discussion, ils ont parlé avec, mais financièrement ça le faisait pas. Chez Ducati, il n'y a pas de place. Chez KTM, il y a Acosta, il n'y a pas réellement de place non plus. Chez Honda, je le vois mal aller foutre les pieds chez Honda. Donc en fait, globalement, t'as vite fait le tour. À moins qu'un team se réveille demain pour venir s'installer en MotoGP. Est-ce qu'on est vraiment surpris de cette décision? Je sais pas ce que t'en penses, Automne. Déjà, je trouve que broyeuse de pilote, ce serait plutôt la Honda. Ouais, je suis d'accord avec toi que... Quand je dis broyeuse de pilote, c'est qu'elle fait pas de résultats, quoi. Ouais. Je suis d'accord que c'était un accord mutuel où les deux trouvent quelque chose de bien. Yamaha a besoin de Fabio, parce que si Fabio claque la porte, franchement, je vois pas qui accepterait
d'aller chez Yamaha et surtout quel team accepterait d'acheter des Yamaha en moto satellite. Ce qui est l'objectif affiché par Lynn Jarvis et par Yamaha plus largement, de retrouver un team satellite pour avoir plus de données chaque week-end et pouvoir faire progresser plus rapidement la moto. Un objectif de Lynn Jarvis qui disait vouloir avoir finalisé d'ici le Grand Prix d'Italie. Et le Grand Prix d'Italie, ça arrive fin mai, ça arrive très vite quand même. Donc ça, c'est assez... c'est aussi un truc qui est dans les tuyaux, dont on a beaucoup entendu parler ce week-end. Est-ce que c'est lié potentiellement à son départ et est-ce qu'il a envie que ça se soit réglé avant son départ? Ça paraîtrait logique. Mais après, c'est ce qu'on disait, on parlait de la VR46 qui partirait chez Yamaha, ça c'est pas avéré, on entend parler des signatures continues encore pour l'éducatif chez la VR46, c'est plein de choses qui sont encore des gros points d'interrogation, mais au final je pense que la signature de Fabio et l'annonce du départ de Lynn Jarvis vont faire bouger beaucoup de choses d'ici la fin de saison. Et puis, tu parlais de team officiel et de qui va avoir envie d'aller sur un team officiel ou un team satellite automne. Ça a été aussi une des infos du week-end, qui n'est pas vraiment une info, mais qui est dans les tuyaux. C'est l'envie réitérée de Jorge Martin pour courir pour un team officiel lors de la conférence de presse. Il a dit je ne pense pas que je resterai, quand ils ont parlé de son départ de Pramac pour un potentiel départ chez Yamaha, parce que c'est encore une énième rumeur qui traîne dans le paddock. Mais du coup, voilà, ça pose beaucoup de questions autour de tout ça. Et on a également la rumeur, annonce, information qui traîne, et ça c'est un peu plus abouti, qui serait le départ d'Aleix Espargaro de chez Aprilia. C'est Daryl Ramadi, encore une fois, qui disait que cette information a plus ou moins été confirmée comme étant en discussion avec le pilote. Donc il parlerait d'une place en tant que pilote d'essai, avec un contrat semblable à celui de Salvadori en ce moment, donc qui inclurait test, wildcard et remplacement en cas de besoin. Donc ça pareil, ça fait partie des choses qui sont en cours, et ce qui me fait me dire ce que je disais un peu plus tôt, c'est que le mercato est très précoce cette année, parce qu'on est vraiment qu'à la 3e course de la saison. On parle déjà de Fabio, de Pecco, d'Espargaro qui bougerait, on parle déjà d'un Acosta qui irait remplacer Miller sur les KTM officiels. Enfin, ça fait beaucoup d'infos, et j'ai l'impression que d'année en année tout ce mercato est de plus en plus précoce globalement, et on en parle de plus en plus tôt, quoi. Et donc, ça c'est un point moins mercato, mais juste un petit point info pour les fans de Dani Pedrosa. C'est que Dani Pedrosa, c'est un wildcard sur le GP d'Espagne fin avril, et Paul Espargaro sera sur le GP d'Italie fin mai. On a aussi des petites infos à vous donner, qui est que le circuit espagnol Aragon, qui était absent du calendrier l'année dernière mais de retour cette saison, a signé une prolongation pour être au calendrier et sera au programme des saisons 2025-2026. De mon côté, j'avais une nouvelle un peu moins fun à vous donner, c'est le décès de Pat Enen, qui est un pilote qui restera dans l'histoire comme le tout premier américain vainqueur en catégorie Rennes grâce à son succès lors de courses en 500 dans le Grand Prix de Finlande en 76. C'est un pilote qui avait couru de 76 à 78 en 500 et qui a eu un gros accident sur le Tourist Trophy où il a gardé pas mal de séquelles. Il a pu continuer à vivre correctement derrière, mais il avait eu pas mal de séquelles. Il n'a pas pu revenir en tant que pilote globalement. Il est décédé des suites d'un cancer le 6 avril. Voilà pour une nouvelle un peu moins réjouissante. Et dans une nouvelle, vous allez me dire si elle est plutôt réjouissante ou non pour vous, c'est le rachat à hauteur de 86% des parts de la Dorna par Liberty Media, et qui deviendrait donc actionnaire majoritaire du promoteur MotoGP, Junior GP, World Superbike et le championnat féminin qui est en parallèle du Superbike mondial. C'est quasiment fait, ça doit être validé par les grandes instances, mais c'est en cours de signature. On s'y attendait un petit peu parce que ça fait quelques mois et quelques semaines qu'on en parle. Pour ceux qui connaissent pas Liberty Media, c'est ceux qui sont détenteurs des droits de la F1 également, et qui ont donné un nouveau souffle à la F1 quand ça s'essoufflait. Qu'est-ce que vous en pensez de cette info, Paul et Auton? Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise nouvelle? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur dans ce rachat? Moi de mon côté, écoute, j'y vois comme ils ont fait pour la Formule 1, ils ont réussi à rebooster avec le contrat avec Netflix, donc pourquoi pas. Là, le simple fait que les plus gros sports mécaniques en fait soient avec le même promoteur, je me dis qu'on aura peut-être plus de chance au niveau concordance de date.
notamment pour nous fans de moto, où on a certains week-ends où on se retrouve avec l'endurance en même temps que le superbike, en même temps que le MotoGP. Donc peut-être qu'il y aura plus de cohérence au niveau des dates. Et puis à voir. Je t'avoue que je suis pas forcément au taquet sur le calendrier F1, mais peut-être au niveau des déplacements, peut-être plus de cohérence dans les dates qui éviteraient des trop gros déplacements. C'est pas beaucoup plus cohérent et c'est dans la même lignée que ce qu'ils essayent de faire en MotoGP, c'est qu'il y a beaucoup trop de dates. Il y a beaucoup trop de dates. Ce qu'on pourrait potentiellement y voir s'ils veulent F1iser, si on peut dire comme ça, le MotoGP, c'est que sur la F1, il n'y a pas des sprints à chaque course. C'est un peu, je sais pas comment c'est décidé, mais c'est que sur quelques courses. Mais après, oui, je te rejoins sur le côté un peu Netflix. Moi, j'ai hâte de voir la manière dont ils vont réussir à appliquer ce qu'ils ont appliqué à la F1 au MotoGP. J'espère en tout cas qu'ils vont pas dénaturer comment dire, la base du MotoGP, donc avec tout ce spectacle, etc., qu'on a en piste, qu'en F1, on a beaucoup, je trouve, plus sur le côté people, actualité, enfin... Tout ce truc qu'il peut y avoir dans le paddock prend presque plus de place que ce qui se passe sur la piste en F1, je trouve. Donc j'espère qu'on n'aura pas ça en MotoGP. Et je pense que ça va aussi amener une américanisation, entre guillemets, du sport. On peut le voir déjà, en F1, il y a plusieurs grands prix. On est passé de 1 grand prix à 3 grands prix, si je dis pas de bêtises, quand Liberty Media est arrivé aux États-Unis. Là, en MotoGP, on a le Grand Prix d'Austin, mais on a aussi l'arrivée de Trackhouse. On parle d'un potentiel passage de Joe Roberts chez Trackhouse, donc pour avoir un pilote américain en MotoGP. Donc je pense qu'il y aura cette volonté de Liberty Media de ramener aussi le MotoGP au pays, entre guillemets. Donc à voir ce que ça va donner en termes de spectacle. Et ça me faisait relever un point ce week-end, on en discutait un petit peu, mais c'est que je pense que ça peut poser la question de la légitimité de certains pilotes à monter en MotoGP, parce que Liberty Media s'en cache pas, ils aiment le fait qu'il y ait plusieurs nationalités différentes dans les catégories rennes, ce qui n'est pas le cas, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de nationalités différentes en MotoGP. Là, on parle de faire monter Joe Roberts, mais c'est pas le seul qui est pas présent. Donc pour moi, ça va remettre un peu en question la légitimité de est-ce qu'on les fait monter parce qu'ils ont une nationalité qu'on n'a pas, ou est-ce qu'on les fait monter parce qu'ils ont du talent. Automne, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je pense que c'était déjà une question qui se posait avant, notamment dans tous les débats qu'il y avait eu autour d'un potentiel pilote britannique qui monterait grâce à son passeport parce que la Dorna avait besoin pour les droits télé. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. En revanche, je pense que pour le cas de Joe Roberts, c'est très bien qu'il ait une deuxième chance si jamais il peut monter en MotoGP avec Trackhouse. On se souvient qu'il avait eu une offre pour monter en MotoGP chez Aprilia et qu'il l'a balayé d'un revers de main pour plutôt aller chez Italtrans en Moto2. Ça s'est pas bien passé comme il voulait en tout cas. Et du coup, c'est bien que le train passe une deuxième fois pour lui, quoi. Après, est-ce que... moi, je me pose vraiment la question, enfin là, du coup, on dérive un peu, mais du passage de Joe Roberts, il a brillé un peu ce week-end, mais est-ce que ça lui met pas un coup de boost aussi on en parlera quand on débriefera de la course, mais je pense que ça lui met un petit coup de boost. Oui, c'est sûr, c'est une motivation en plus. Après, Joe Roberts, c'est un des pilotes les plus âgés de la catégorie Moto2. Il commence à avoir beaucoup d'expérience. Il n'est pas arrivé tout jeune dans la catégorie non plus, mais c'est bien que sa carrière progresse. Il a déjà gagné un Grand Prix. On a vu des pilotes monter qui n'avaient pas gagné de Grand Prix. Oui, c'est clair. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour des news. Il y aura plein de choses à dire de toute façon une fois que la signature de Liberty Media sera confirmée, parce qu'ils vont forcément annoncer de quelle manière ils vont vouloir présenter les choses. Est-ce qu'ils vont nous ramener les équipes de Netflix sur les circuits? Est-ce que... Enfin, plein de choses, parce que Liberty Media, ils ont aussi ouvert un peu, entre guillemets, les accès à d'autres formes de médias. On peut le voir par exemple, truc tout bête, avec Hydro qui se trouve parfois dans les paddocks en F1, pour ne citer que lui en termes de français. Enfin, il y a plein de choses qui se sont faites en F1 qui sont aussi bonnes à prendre et qui pourraient ramener de la visibilité au MotoGP. Donc on verra ce que ça donne. Tant qu'ils ne nous suppriment pas le Grand Prix de France, moi ça me va. Et du coup, on va passer... Paul, j'espère que t'es bien accroché, parce que ça va être le saut dans le grand bain pour automne. On s'est dit que pour ton premier épisode, au vu de tes qualités journalistiques, tu allais nous faire le petit débrief Moto 3, donc on t'écoute. Ok, écoutez, c'est parti.
Déjà, c'était un week-end très mouvementé pour les Moto3. On va commencer par les essais. Donc, dès la première séance, Filippo Farioli qui se fait un gros high side à la sortie du premier virage. Ivan Ortola, qui est le vainqueur l'année dernière, qui avait fait une course incroyable et qui a vraiment pas verni cette fois-ci parce que pour la première séance, il a eu un drapeau noir. Ensuite, dans la suivante, il a été fauché par son coéquipier Yamanaka alors qu'il roulait en tandem avec lui. C'est quelque chose que fait beaucoup le team MT Helmets MSI. Et puis, malchance aussi du côté de David Almanza pour sa première saison en tant que pilote titulaire. Il s'était cassé le poignet lors des essais du GP du Qatar. Là, il faisait son retour, mais sa cicatrice s'est rouverte en tombant lors des qualifications et du coup, il a dû jeter l'éponge. Pendant les essais, il y a David Alonso qui a complètement éclaté le record de Canet qui date de 2017. Il a fait un tour en 2:14.153 alors que Canet c'était 2:14.611. Pour la Q1, il y a Adrian Fernandez et Jacob Roulstone qui se sont détachés en reléguant leurs plus proches poursuivants, Joel Esteban et Luca Lunetta, à plus d'1 seconde. Mais les 4 passent quand même en Q2. En Q2, David Alonso qui signe la pole en 2:14.292, donc un peu moins bien que son record de la piste, tout frais mais quand même très très rapide. Suivi de José Antonio Rueda et Dani Olgado. Puis il faut aussi mentionner Joel Kelso qui s'est montré assez en jambes et qui part 5e. Au Circuit of the Americas, la ligne droite elle mesure 1,2 km, donc c'est plus long que le Mugello et le circuit de Boud en Inde. Les Moto3 peuvent grappiller énormément de temps à l'aspiration, et du coup tout au long du week-end, les pilotes ont ralenti pour attendre des roues, ce qui n'a pas plu du tout à la direction de course. En plus des avertissements, certains pilotes ils ont collectionné les pénalités de long lap. Il y avait Riccardo Rossi, Luca Lunetta, Joshua Watley, Jacob Roulstone, Joel Esteban, Filippo Farioli, mais surtout Matteo Bertelle et Adrian Fernandez, qui ont tous les deux 3 long laps à faire. C'est énorme, 3 long laps. Je me souviens pas d'avoir vu un Grand Prix où des pilotes en Moto3 avaient autant de long laps à faire sur une course. Ouais, mais c'est-à-dire que si à une séance, ils ont été épinglés pour un comportement incorrect en piste et qu'ils se retrouvent avec un long lap et qu'ils continuent dans une séance suivante, bah, on leur remet pas un long lap, on leur en remet 2 pour que ça fasse 3 au final, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Mais de toute façon, on rentre dans la même discussion de la dangerosité que peuvent avoir les pilotes à faire ça. Et c'est de toute façon le gros défaut du Moto3. Ouais. Bon, en tout cas, pour la course, donc tu l'as rappelé, José Antonio Rueda, il était qualifié 2e, mais il a dû déclarer forfait parce qu'il a été opéré en urgence de l'appendicite. David Alonso a fait un très bon départ devant Dani Olgado. Dès le premier virage, comme souvent au quota, les ennuis commencent. Et le premier, c'est Filippo Farioli, qui chute, heureusement pas percuté par David Munoz, qui sort très large pour l'éviter. Quelques virages plus tard, Joel Kelso un peu trop chaud, qui rentre en contact avec Dani Olgado. Par miracle, les deux, ils restent sur leur roue, mais Kelso perd beaucoup de temps, et surtout, la moto Tech 3 d'Olgado, le feu arrière tient plus qu'à un fil et se balance de gauche à droite selon les virages pendant toute la course. Toujours au premier tour, Ivan Ortola perd l'avant au virage 15, tombe et entraîne Stefano Nepa par terre. Ça nous donne une séquence assez amusante, parce que dans la précipitation, Ortola se trompe de moto et essaie de repartir avec celle de Nepa par réflexe. En fait, c'est assez simple à expliquer. Les deux étaient coéquipiers dans le team MT à la saison dernière, et du coup, Ortola s'est sans doute pas encore complètement habitué à ces nouvelles couleurs, il préférait le rose. Avec le bal des long lap penalties, on voit pas l'habituel paquet de 10 ou 20 pilotes en course. Ils sont beaucoup plus espacés et la course ressemble davantage à ce qu'on pouvait voir du temps des 125. Alonso est parti en solitaire devant, Colin Veyer, Ryuichi Yamanaka, Dani Olgado et Angel Piqueras se rendent coup pour coup, jusqu'à ce que Dani Olgado mène la chasse, demandant à Angel Piqueras de rester derrière lui. En bonne position dans le groupe des poursuivants, il y avait aussi l'Australien Joel Kelso qui part à la faute dans l'épingle du virage 1 en montée. Il arrive à remonter vite, reprend le fil de la course dans le sillage de son coéquipier David Munoz. Et puis à 4 tours de la fin, c'est la chute de Colin Veyer qui perd l'arrière dans l'enchaînement de S juste après le premier virage, donc c'est les gauche-droite. Et sa moto revient sur la trajectoire, ce qui est extrêmement dangereux. Ryuichi Yamanaka l'esquive d'un cheveu, Dani Olgado aussi, mais ça leur fait perdre beaucoup de terrain sur Angel Piqueras, qui se retrouve 2e. David Alonso, qui était un peu sous pression malgré son énorme avance,
reprend un peu d'espace et il peut franchir la ligne d'arrivée tranquillement. Dans la course pour le podium, Daniel Gado coiffe sur la ligne Angel Piqueras à la photo finish et conserve la tête du championnat pour 2 petits points. Dans le reste du classement, Yamanaka 4ème, Munoz 5, Tatsuki Suzuki 6, Joel Kelso 7, Jacob Rolston 8, Joel Esteban 9, Matteo Bertelle et Adrian Fernandez terminent 10e et 11e malgré leurs 3 longues laps. Ensuite, Nicolas Carraro 12e. Pour son premier Grand Prix, Chabito Surutusa qui marque les points de la 13e place. Noah Detwiller 14e. Et puis le dernier point qui revient à Filippo Farioli, récompensé d'avoir serré les dents tout le week-end. Un petit point au classement du championnat. Daniel Gado qui garde in extremis la première place avec 65 points. 2 de plus que David Alonso. Et ensuite, Joel Kelso 3e, loin derrière à 35 longueurs. Merci pour ce premier débrief. Paul, est-ce que tu as vu la course ? Oui, j'ai vu le Moto 3. Oh, t'étais studio ce week-end. Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé alors ? Qu'est-ce que t'as envie de nous en dire ? Écoute, moi sur cette course-là, je t'avouerais que c'était pas pour moi la plus belle course Moto 3 qu'on ait vue. Maintenant, voilà, on commence à voir un peu les noms qui vont se détacher devant. C'était sympa de voir Piqueras justement à l'avant, puisqu'on l'attendait en tant que rookie. En plus, il était en junior Moto 3, donc on sait que quand les champions juniors arrivent, ils sont normalement tout de suite dans le bain maintenant. Donc c'était sympa de le voir. J'ai juste eu très peur en fait sur la chute de Weiger, parce qu'effectivement c'est une sale chute et ça passe vraiment pas loin de se faire rouler dessus. Donc voilà, c'est là qu'on voit aussi les inconvénients pour moi des circuits entre guillemets modernes, sans bac à gravier, etc. Parce que les motos sont pas arrêtées et elles peuvent revenir un peu plus facilement en piste. Maintenant, bon, c'est une belle frayeur, mais c'était une course intéressante, mais j'ai trouvé moins disputée que ce que nous a habitué le Moto 3. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'était pas, comme tu dis, une course spectaculaire en elle-même, mais c'était une course où pour moi il y avait vraiment beaucoup de bordel. Parce que ça s'est très vite échauffé au début de la course. J'avais l'impression qu'ils avaient, comme toujours en Moto 3, lâché les chiens, lâché la meute. Et du coup, il y a eu quand même pas mal de chutes, pas mal d'accrochages, etc. Par contre, moi, ce que je retiens de ce week-end, c'est que Alonso est très, très, très en forme, que Algado a du souci à se faire. Par contre, c'est très, très chouette parce que du coup, c'est disputé. C'est vachement agréable d'avoir Olgado qui se démarque aussi et qui fait en sorte de garder le niveau qu'il avait en début de saison l'année dernière, en espérant que ça fasse pas comme l'an dernier et qu'en mi-saison ça s'écroule pas. Je trouve ça important parce qu'en plus de ça, nous du côté français purement chauvin, ça nous permet d'avoir le Team Tech 3 qui est quand même vachement mis en avant et d'en parler. Et je pense qu'après tout ce que Hervé Poncharal a fait, c'est important de voir le nom de ce team ressortir. Et je pense que ce qu'on peut retenir vraiment en Moto 3, c'est l'impact des pneus. Avec le changement qu'on a eu cette saison, parce que les chronos sont hallucinants. C'était Jules Danilo qui en parlait ce week-end quand il commentait, mais qui disait que c'était assez impressionnant la facilité avec laquelle ils ont éclaté le record de l'année dernière, pas de l'année dernière, mais il y a quelques années, quoi. Et puis c'était même un peu insolent, c'est-à-dire que David Alonso, il a failli exploser le record et il rentre au stand comme son équipe lui demande, donc ça montre aussi qu'il se laisse pas griser par sa forme étincelante en ce moment. Il a quand même dominé de la tête et des épaules le week-end, mais voilà. Et c'est sûr, après les Pirelli, bon, il y a plus de performances directement, mais sur la durée, le drop n'arrive pas au même moment, donc c'est aussi ça que les pilotes doivent apprendre à gérer. Et Paul, arrête-moi si je me trompe, mais les Pirelli qu'ils ont en Moto 3, c'est pas les mêmes qu'ils avaient en World Superbike ? Il me semble que c'est ce qu'on avait dit en pré-saison. Ouais, donc c'est ça. Justement, ils uniformisaient les pneus. Oui, c'est ça. Bon, donc ça paraît cohérent du coup d'avoir ce type de résultat en début de saison. Si vous n'avez rien à rajouter sur le Moto 3, on va passer au Moto 2, que Paul, tu t'es fait un plaisir de nous préparer. Et si tu parles mal de Vietti, je coupe cet enregistrement. Je ne sais pas de qui tu parles, parce que je n'allais même pas parler de cette personne. Je savais même pas qu'il était encore en Moto 2, figure-toi. Quel enfer.
Donc on part pour les qualifs. En Q1, c'est le bien nommé Vietti et Mazia qui vont s'extirper de la séance. Et en Q2, c'est Canet qui fait la pole devant Aldeguer et Sergio Garcia. Pour la course, donc c'est parti pour 16 tours. Très mauvais départ de Canet et Aldeguer qui pointent respectivement 10e et 8e, à l'inverse de Dixon qui lui s'est lancé 14e et se retrouve à la 4e place. Le trio de tête est composé de Garcia devant Roberts et Foggia. Dans les premiers tours, on assiste à beaucoup de changements de position derrière les 5 premiers. Les motos bougent beaucoup, il y a pas mal de contacts, mais tout se met en place et le petit train commence, chacun prenant son rythme. Manuel Gonzalez s'écope d'un double long lap pour avoir volé le départ, tandis que Darren Binder chute, tout comme Dixon, qui se trouvait à ce moment-là 5e. La mi-course est animée par la bataille entre les coéquipiers Lopez et Aldeguer qui luttent pour la 4e place. C'est le futur pilote MotoGP qui remporte ce duel et qui fond sur Foggia, qu'il dépasse dès sa 2e tentative. À 4 tours de la fin, Roberts est surpris par un faux point mort et sort de la piste. Aldeguer n'en demandait pas tant et le dépasse pour la 2e place. Le pilote américain ne s'avoue cependant pas vaincu, il revient aussitôt en piste, merci l'immense dégagement bitumé, et reprend son dû sans trembler. Garcia, quant à lui, est un solide leader qui ne sera pas inquiété du tout pendant la course. Il gagne sa première course donc en Moto 2 devant Roberts et Aldeguer. Dans le dernier tour, Lopez passe Foggia pour la 4e place. A noter également que Canet, discret 9e, écope d'une pénalité de 4 dixièmes pour avoir coupé un virage. Au classement du championnat, on a Sergio Garcia premier avec 51 points, devant Joe Roberts 49 et Alonso Lopez 38. C'était un résumé assez court, mais honnêtement la course n'a pas été forcément très très animée, mis à part les quelques bagarres. Qu'en avez-vous pensé, mesdames ? Moi j'ai bien aimé le fait que Joe Roberts ne s'avoue pas vaincu jusqu'à la fin et qui pousse pour essayer de gagner. C'est dommage sans son erreur où il a eu un faux point mort au virage comme tu as dit qu'il est sorti. Il aurait pu éventuellement plus inquiéter Sergio Garcia. Je suis contente de voir Garcia marquer des points, même si il y a 2 ans je t'aurais dit que Guevara allait écraser Garcia. Je mange mon chapeau en ce moment. Il fait pas bon vivre d'être fan de Vietti et de Guevara en Moto 2. Mais bon, Alonso Lopez est là pour compenser. Et comme tu disais tout à l'heure, Joe Roberts c'est l'un des plus vieux de la grille Moto 2, donc c'est cool de le voir remonter, de le voir marquer des points à domicile aussi, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, avec l'arrivée de Trackhouse, de l'arrivée de Liberty Media, etc. Ils vont vouloir un peu américaniser la grille aussi, donc il sait qu'il a des points à prendre. Je pense qu'on l'a jamais autant vu ce week-end à l'écran, que ce soit en interview sur la grille ou sur la piste, qu'en étant à Austin avec toutes ces annonces. Donc c'est vraiment une bonne chose, je pense. Après j'espère que Aldeguer va s'en sortir sur ce début de saison, parce qu'il est pas là où on l'attendait, je trouve. On l'attendait en tête du championnat dès le début, puisqu'il a signé pour partir en MotoGP l'année prochaine. C'est pas le cas. Donc est-ce que, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, c'est une forme de pression pour lui, ou est-ce que c'est la moto avec laquelle il s'en sort pas? Ça, c'est la grosse question. Pour moi, ça, c'est un peu mon point noir du week-end. Non, je pense pas que ce soit la moto, parce que on a vu quand même que les châssis Bosco-Scuro ont vraiment dominé. Que ce soit avec Sergio Garcia, il y avait aussi Ayogura, et puis ensuite les deux du team Speed Up, donc Fermín Aldeguer et Alonso Lopez. Je pense que peut-être les pneus, il a eu du mal à s'adapter, mais encore une fois, je pense qu'il a tout le temps pour se rattraper. Et au niveau de la pression, j'ai limite envie de dire que la pression était davantage sur Joe Roberts tout le week-end, avec les sollicitations qu'il a eues, avec le poids que ça peut avoir de rouler à domicile devant énormément de fans. Ouais, on est bien d'accord là-dessus. C'est ce que je disais, on l'a jamais vu autant à l'écran que ce week-end, quoi. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cette petite catégorie qu'on aime bien regarder chez Sekirampo? Je pense qu'on est les seuls en France. Un petit point juste sur Jake Dixon, qui revient après une sale chute. Donc c'était intéressant de le voir faire un aussi bon départ et puis être devant au départ.
Après, il est tombé, il a continué à rouler pour accumuler des données et voilà. On espère qu'il va revenir aux avant-postes bientôt. Mais calme-toi, sinon après on va nous dire qu'il monte en MotoGP l'année prochaine. Non, ça je pense que c'est passé. Il n'y a pas de team anglais qui va arriver. Donc... Non mais Dixon en MotoGP l'année prochaine, Courant en MotoGP et Joe Roberts. On prend tous ceux qui font pas grand-chose toute la saison, mais il faut équilibrer la grille. Joe Roberts a dit il y a quelques années qu'il serait champion du monde. Hein. Bon, il a peut-être quelques années de retard, mais... Ouais, il est jamais trop tard. Hein. Moi j'avais parié avant le début de la saison de Joe Roberts champion du monde Moto 2. Hein, donc, avant cette saison-ci. Ouais. Ah, c'est un beau pari. Ok, c'est quoi ton gage Est-ce que ça fait partie des gages que non, la boîte à clapper a lancé? Ok. Parce qu'il faut savoir, Paul, que Auton a un gage qui est... rappelle-le-nous, Auton, c'était quoi la condition? Alors, il fallait faire un pari, et si ça ne se réalise pas, il y avait un gage. Donc déjà, le pari que j'ai fait, c'est ça le plus important. J'ai dit que Luca Marini finirait premier pilote Repsol Honda et monterait au moins sur un podium cette saison. C'est ce qui s'appelle avoir du flair. Oh, tu sais, je peux rien dire. Moi, j'ai dit que je voyais Martin nulle part cette saison. Bon, bah effectivement, il fallait peut-être que j'ouvre mes yeux. Ouais, bah alors pour le coup, le gage de ce pari pour Auton est de passer une journée en combinaison de moto dans Paris, si elle perd, que je vais devoir filmer. Donc je pense qu'elle a bien choisi son gage et son pari. Bah écoute, on verra. Hein. J'ai encore pas mal de temps pour que ça ne se réalise pas. Ouais, tu pourras aller négocier avec Kevin qui a lancé ses histoires de paris pour le faire annuler. On va passer au MotoGP sans transition. Que je vais essayer de vous faire rapide et simple, mais il s'est passé tellement de choses dans le week-end que ça va être compliqué. Pour petit rappel, Jorge Martin, qui était leader du championnat en arrivant à Austin, l'était jusqu'au 14 avril, soit 21 jours. C'était sa manière de briser la malédiction des 24 heures, puisqu'il a mené 2 fois le championnat, mais seulement 24 heures entre la sprint et la course du dimanche, en Indonésie 2023 et au Qatar 2024. Et pour votre culture personnelle, seulement 8 pilotes de la grille actuelle avaient eu un podium à Austin. C'était Marquez 7 fois, Rins 3 fois, Quartararo et Jack Miller 2 fois chacun, et Bastianini, Pecco, Viñales et Luca Marini une fois. Et on avait eu seulement 3 pilotes qui avaient eu la pole ici, parmi les pilotes encore présents sur la grille, qui ne sont autres que Marquez, vous en doutez, Bagnaia et Martin. Petit point qualif, c'est Miller et Alex Marquez qui se sortent de la Q1, ce qui place Fabio Quartararo à la 16e place et Zarco à la 19e place sur la grille de départ. Et en Q2, pour lancer son week-end très qualitatif, c'est l'Espagnol Viñales qui prend la pole, suivi d'Acosta, donc sa première ligne de toute sa carrière en MotoGP, et il est suivi de Marc Marquez. Pour information, Acosta, avec sa seconde position, devient donc le plus jeune pilote dans l'ère du MotoGP à se qualifier sur la première ligne à l'âge de 19 ans et 324 jours. Il commence bien sa carrière en MotoGP, celui-là. Et Viñales, qui s'est qualifié en pole, établit un nouveau record du Tour de tous les temps à Austin en 2:00:864. Tout ça pour couronner sa 15e pole en MotoGP. Donc je vais essayer de faire rapide parce qu'il s'est passé pas mal de choses, que ce soit en sprint et pas en spritz. C'est donc Viñales qui s'offre le all shot le samedi devant Marquez et Acosta, pendant que derrière Bagnaia va se louper et dégringole à la 10e place, pas du tout là où on l'attend. Dès le début, le trio tête va creuser l'écart, suivi de près par Bastianini et Martin. Viñales, lui, distance les autres pilotes, il en a rien à faire, pendant que Marquez commet quelques erreurs en essayant de fermer la porte à Acosta, c'est ce qu'on s'appelle gêner un pilote, clairement. Et Martin, lui, se rapproche d'Acosta et Marquez, pendant que Alex Espargaro récupère la 5e place face à Bestia. On va avoir Acosta qui tente encore et encore, il a pas envie de lâcher, il a envie de se battre, et il va se retrouver très gêné par Marquez, comme je le disais, et Martin va en profiter pour passer. Derrière, un des prétendants au titre, donc Pecco Bagnaia, qui se retrouve très loin, se débarrasse un à un des pilotes comme Morbidelli et Fernandez. Devant, les choses vont plus trop bouger, puisque c'est Viñales qui va passer le drapeau à Dami en tête, suivi de Marquez et Martin. Acosta, lui, va se placer à la 4e place, en étant vraiment pas content, suivi
de Espargaro et Bastianini, Bagnaia lui va se placer à la 8e place. On a eu beaucoup de chutes pendant cette sprint. C'est Nakagami, Fernandez, Digia, Mir et Zarco qui tombent et Fabio finit 15e, donc hors des points. Et on va passer tout de suite à la course du dimanche et on va débriefer tout ça ensemble parce que je pense que sinon on va vite tourner en rond entre guillemets en disant que Acosta est merveilleux, que c'est très cool de retrouver Marquez à des positions pareilles. Donc dimanche, c'est évidemment sous une certaine pression parce qu'on parlait déjà de la première victoire d'Acosta ou d'une troisième victoire, enfin une victoire de Viñales sur un troisième team différent. Donc c'est des pilotes qui vont prendre un peu le départ avec une petite pression. Et à l'extinction du feu vert, c'est Pedro Acosta qui va mener le Grand Prix en faisant le all shot devant Bastianini. Et il va mener donc le premier tour de toute sa carrière en MotoGP sur ce premier tour d'Austin. Et encore pendant quelques tours. Derrière, c'est Viñales qui avait pris la pole, qui prend un très mauvais départ. On le retrouve avec ses problèmes habituels et qui s'effondre à la 10e place après une tentative risquée de Martin sur Bagnaia qui va donc le gêner. Martin, lui, il va se placer tranquillement dans la roue d'Acosta, suivi de près par Bagnaia qui compte bien se rattraper de sa course sprint de la veille qui était un peu naze. Il se passe beaucoup de choses sur ce début de course, on savait plus où donner de la tête, c'est à se demander si on n'est pas en Moto 3. C'est Miller qui attaque Marc Marquez qui dans les événements va perdre carrément un bout d'aileron et les deux hommes vont essayer de revenir tranquillement sur le groupe de tête. Au 4e tour, on va avoir Martin qui passe à Costa qui se relâche un peu face à Marquez et Bagnaia pendant que derrière Viñales remonte les pilotes 1 à 1 et remonte dès la mi-course à la 4e position. Marc Marquez lui est un peu impatient, on va pas se mentir, et tente une attaque sur Martin. Il finit par prendre la tête de la course, ce qui était pas pour déplaire aux fans de Marc Marquez, mais il finit par chuter et se prive donc d'un 8e succès à Austin. On va apprendre après coup que c'était un problème de frein avant et qu'il voulait évidemment passer devant pour voir si la surchauffe de ce frein allait se régler. Il aura pas eu le temps de s'en rendre compte. Et derrière, c'est l'Espagnol Viñales qui va rien lâcher et qui revient comme un boulet de canon sur Martin et qui reprend la tête de la course pour ne plus la lâcher jusqu'à la fin. Martin, un peu en difficulté avec ses pneus tendres, s'affaire à ne pas laisser revenir Enea Bastianini et malheureusement pour l'Espagnol, Bestia viendra prendre la 3e place derrière Acosta. C'est Viñales qui passe la ligne d'arrivée en grand vainqueur et rentre dans l'histoire ce dimanche en gagnant avec 3 teams différents dans l'ère du MotoGP. Et pour la première fois de la saison, Martin manque le podium et termine à la 4e place. Donc le top 10 se complète de Bagnaia, Digia, Espargaro, Bezzecchi, Binder et Fernandez. Bagnaia a fini P5, ce qui est son pire résultat en course depuis le GP d'Argentine l'année dernière, où il était tombé, il était remonté sur sa moto et avait fini P16. Et encore une fois, dimanche, il s'est passé tellement de choses qu'il s'est évidemment passé des chutes et des abandons. Un abandon pour Zarco, mais des chutes pour Nakagami, Marquez, Morbidelli, Mir et Rins. Et Quartararo, lui, finit 12e, ce qui nous donne au classement du championnat Martin en tête avec 80 points, Bastianini avec 59 et Viñales avec 56. Acosta, lui, dès le début de la saison, il va se placer 4e du classement général avec 50 points, suivi de Bagnaia avec 49 points. Fabio, lui, est 12e et Zarco 18e. Voilà, ça fait beaucoup de choses que j'ai essayé de vous condenser. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette course, Paul et Auton ? Ah bah écoute, moi pour ma part j'ai adoré, hein. Bon, en même temps c'était difficile de pas aimer, hein, des dépassements dans tous les sens, du spectacle, ouais, c'était vraiment une super course, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, hein. C'est presque dommage que ça se termine pas roue dans roue pour vraiment avoir le bouquet final, mais là non, c'était vraiment génial comme course. Là, il y a rien à dire, quoi. Il y avait du beau pilotage, des beaux dépassements. Ça s'est un petit peu touché, mais c'était correct. Pas de pénalité qui sortent de nulle part pour des pseudo-contacts qui sont au final que des faits de course. Pas d'attaque suicidaire non plus. Donc c'était vraiment pour le moment le plus beau GP de la saison. Bon, il y en a eu que 3, mais on a pour le moment en tout cas c'est vraiment le plus beau. Ouais, je suis d'accord, c'est bien placé pour être une des meilleures courses de la saison. Moi, typiquement, c'est le genre de course qui me fait me dire voilà pourquoi j'aime le MotoGP. En fait, il n'y a pas de question à se poser. Je pense que le gros point, et en fait, je pense que ça va être le gros point de toute cette saison, on va pas se mentir, c'est Acosta sur cette course, sur la course sprint. Enfin, il a envie de jouer des coudes, il a envie d'être là, il y va. Quand il finit 4e en course sprint, il répond aux médias est-ce que vous seriez content de perdre parce qu'il est pas content, alors que le mec il finit 4e pour sa 3e course, enfin pour sa 3e course sprint. C'est assez affolant
violent. C'est vraiment la définition et l'image parfaite du talent naturel, je pense, à Costa. Et c'est une ascension éclair qui montre vraiment sa maturité, malgré le fait qu'il dit qu'en piste, il s'éclate et qu'il se prend pas trop la tête. Cumulé à toute la gestion des médias, la communication post-course. Enfin, je pense que vraiment, pour moi, le gros point à retenir de cette course, de ce week-end, en fait, c'est Acosta, dans sa globalité, qui était vraiment impressionnant, autant sur la piste qu'en dehors. Ouais, c'est un vrai vent de fraîcheur, je pense, pour la catégorie reine. Et donc l'idole d'Acosta, c'est Kevin Schwantz. Et il dit, en fait, on a besoin de plus de pilotes comme Kevin Schwantz, donc avec une vraie personnalité, avec un sens des déclarations, faire des courses, des choses vraiment amusantes, quoi, au-delà de la performance. Et c'est bien, c'est ce qu'il est en train d'amener dans le MotoGP. Bon, puis il dit aussi que s'il doit choisir entre Marquez et Valentino Rossi, il choisira Valentino Rossi. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Il est très bien, cet homme-là. Ouais, on est bien d'accord. Et il devient surtout le plus jeune à monter 2 fois de suite sur un podium dans la catégorie reine, et il détrône Marquez, qui avait fait cet exploit à Austin en 2013. Donc je pense que Marquez a du souci à se faire, même si c'était pareil, une des interactions du week-end les plus intéressantes, c'était Marquez en piste, quand il le gêne samedi, quand il va à la bagarre dimanche. Un peu l'impression de revoir ce qu'il faisait sur Fabio Quartararo quand Fabio Quartararo est arrivé, à vouloir aller un peu lui montrer c'est qui le patron. Au final, le patron finit par terre. Donc je pense que Acosta a bien compris à qui il allait se frotter. Mais par contre, le week-end de Marquez, pareil, ultra impressionnant, ultra agréable de le revoir à ce niveau, et tellement hâte de le voir au Sachsenring. Enfin, j'attends que ça. Ouais, ça se voyait qu'il était vraiment heureux à nouveau de piloter et de s'amuser sur la moto. Et quand tu parles du Sachsenring, justement, Acosta a jusqu'au Sachsenring pour tenter de battre le record de précocité de Marc Marquez, du plus jeune vainqueur en MotoGP. Ouais, et je pense que va y avoir un vrai... il va pas falloir louper ce Grand Prix, parce que ça va être très très intéressant. Au-delà de ça, au-delà de son problème technique, ce qui est vraiment dommage, et on est tous, on va pas se mentir, qu'on soit fan ou pas de Marquez, on est tous dégoûtés qu'il soit tombé, parce qu'on aurait aimé le voir le passer la ligne d'arrivée. Il y a un vrai... un vrai plaisir à le retrouver sur la piste, à se rendre compte qu'il commence à comprendre la Ducati, à voir comment elle fonctionne, et à arriver au niveau où il est, parce que toutes les Ducati ne s'en sortent pas comme ça, alors que c'est le début de saison. DJA, même s'il est pas loin, c'est pas encore Tony Truant. Bezzecchi, n'en parlons pas, je vais me mettre à pleurer. Alex Marquez, c'est pas fou non plus. Bagnaia, Pierre va me détester de dire ça, mais il y a aussi des choses sur lesquelles il travaille ce début de saison, parce que nouvelle moto, etc. Donc c'est agréable de voir ce pilote revenir à ce niveau et réussir à s'adapter à cette moto qui certes est la meilleure du plateau, mais une moto ça se pilote pas tout seul, et il faut être capable de la mener jusqu'à la ligne d'arrivée dans les meilleures conditions. Ouais, complètement. Vas-y. Je suis assez d'accord avec toi aussi. Après, attention, pour Pecco, ça reste comme tu l'as dit, c'est la nouvelle moto. Donc, on le voit de toute façon à chaque saison, les pilotes, enfin les motos de l'année N ont souvent du mal à démarrer, et au final, en cours de l'évolution, en cours de saison, ils finissent par prendre un gap. Là, on n'est jamais qu'au 3e GP. Ils terminent quand même placés. Donc c'est important. Après, c'est typique de Pecco, de toute façon. On le sait, ses 2 premières saisons en tant que champion, il n'était pas en tête dès le début du championnat. Il prend le temps aussi de mettre la machine en route. C'est Rémi Guillot qui disait que c'est évidemment assez frustrant de voir que le champion du monde n'est pas en tête, parce que c'est pas là où on l'attend. Mais faut pas oublier que déjà il reste 17 courses plus 17 sprints. Donc il y a encore énormément de points à marquer, et que encore une fois, c'est pas du tout la méthodologie de travail de Bagnaia d'être en tête dès le début de saison. Et de toute façon, les personnes qui ont commencé le début de saison en tête les 2 dernières années ont pas fini champion du monde. Donc je pense qu'il faut aussi lui laisser le temps, qu'il a pas fait des week-ends catastrophiques, il finit pas 18e ou par terre. Donc il faut lui laisser un petit peu de temps, quoi.
Totalement. Après, dans les autres points, moi, ce qui me faisait plaisir, c'était de voir aussi, plus qu'Acosta, c'est de voir aussi Tech 3 devant. Ouais. Et du coup, ça montre quand même qu'ils ont du bon matériel. Donc, ça va mettre la pression à Augusto Fernandez. Alors, est-ce qu'ils ont du bon matériel ou est-ce qu'ils ont un extraterrestre sur la moto? C'est la question qu'il va falloir se poser. Parce que Binder, c'est un cas un peu particulier ce week-end, parce que il roulait avec une fracture au pied, quand on dit que ces pilotes ne sont pas humains. Et Miller, il a bien commencé, mais encore une fois, il s'effondre. Donc je pense qu'il y a aussi le pilote qui fait beaucoup. Hein. Ouais, sur le côté du matériel, on a vu que quand il y avait un nouvel aileron arrière, Acosta l'avait quasiment avant Miller. Donc on peut penser que Tech 3 a du bon matériel, effectivement. Ouais, je pense que là, Tech 3, ils cherchent pas à comprendre et que ce qu'ils peuvent mettre pour avantager Acosta, ils ont compris, ils vont le faire. Et c'est ce que disait Nicolas Guillon ce week-end, j'avais oublié son nom, qui disait que de toute façon, lui et le team en général étaient très impressionnés de ce que fait Acosta chaque week-end. Qu'il s'attendait à qu'il soit fort, mais qu'il s'attendait pas à qu'il soit à ce niveau. Donc c'est une très bonne chose, ça laisse présager de bonnes choses pour le reste de la saison. Et en plus de ça, comme tu dis, Paul, c'est trop bien de voir ce team être autant mis en avant. Nous, on va pas se mentir, en tant que Français, on est trop heureux d'avoir notre petit team de Born-les-Mimosas là, faire des choses, monter sur le podium, que des Français soient mis en avant. Enfin, c'est peut-être que Guy Coulon va prendre sa retraite avec un titre de Pedro Acosta, qui sait. Je suis pas sûr qu'il soit encore là, Guy Coulon. Je pense qu'il vient faire des pièges, mais peut-être qu'il est déjà en pré-retraite, quoi. Laisse-moi y croire, s'il te plaît. Ouais, pour moi, il s'occupait que de la branche historique. Chez Tech 3, il avait dit qu'il prenait un peu de recul, justement, à cause du rythme de la saison. Ouais, mais t'as une saison comme ça, t'as envie de venir. Il viendra pour fêter le titre de rookie. Bah oui, au moins. Gros point positif aussi ce week-end, c'est Aprilia et Viñales, parce que Viñales était au-dessus de tout le monde. Il a quand même marqué, comme je le disais, il est rentré dans l'histoire du MotoGP parce qu'il marque un podium avec un troisième team différent, donc il avait gagné une des victoire avec un troisième constructeur. C'est ça, il avait gagné avec Suzuki, avec Yamaha et maintenant avec Aprilia. Il y avait quand même 1113 jours qu'il séparait de sa dernière victoire, ça peut faire vite long quand t'es sur une moto. Et surtout, il a fait un pied de nez à Ducati parce qu'il a mis fin à une séquence de 11 victoires successives de Ducati qui avait débuté à San Marin l'année dernière. Donc il s'est fait un petit plaisir ce week-end, Viñales. Ouais, et il a évité que le record de Honda soit battu. Aussi. J'espère pour toi que c'est pas Pierre qui va faire le montage de cet épisode, parce qu'il va couper toutes tes phrases. Alors là, t'as assassiné Pecco, Ducati, et en plus en utilisant Viñales. Alors là, il va te détester. Ouais, mais moi j'aime bien Viñales. Je l'aimais plus quand il a gagné devant Rossi au Mans en 2017. Course, ceci dit, très impressionnante parce qu'il remontait pareil de la 9e place et là il venait gagner. Là ce week-end, il se retrouve à la 10e place, il remonte. Mais on va pas oublier que c'est un pilote qui est très talentueux et que même si des personnes ici qui, en tout cas, même s'ils ne font pas le montage de l'épisode, nous écoutent, ne le portent pas dans son cœur, il peut pas nier qu'il était au-dessus de tout le monde ce dimanche, qu'il était au-dessus de tout le monde en sprint, qu'il y a 2 semaines, il était incroyable. Donc ouais, c'était vraiment pas mal, un très bon week-end pour Viñales. La Aprilia a bien tourné. On avait aussi, comme j'ai dit, Binder qui roulait avec une fracture au pied, mais surtout, dans les personnes qui étaient au-dessus pour moi, c'était Martin ce week-end. Et depuis le début de la saison, de toute façon, Martin, j'ai l'impression qu'il est dans la continuité de sa saison 2023, en fait. Il s'est pas arrêté sur sa lancée. Il veut juste prouver qu'il mérite d'aller sur une moto officielle, d'avoir un team usine, et qu'il a le niveau. Et de toute façon... je pense honnêtement qu'il a envie de mettre un énorme pied de nez à Bastianini en montrant à Ducati qu'ils auraient dû le choisir lui et pas Bastianini, que ce soit dans les échanges, en conférence de presse, sur la piste. Enfin, je pense que son but c'est pas de battre Pecco, c'est de battre Bastianini qui revient tranquillement aux avant-postes. Ouais, je suis d'accord avec toi et pour le coup c'est hyper sympa de voir Bastianini sur le podium. Ah oui. Parce que Jorge Martin il s'épand un peu en déclaration dans les médias, en pic envoyé à Bastianini et la stratégie de Bastianini, ce qu'il dit c'est que lui il répond sur la piste et là on a vu que
il n'a pas perdu son talent avec les gommes usées en fin de course, et c'est lui qui monte sur le podium, n'en déplaise à Jorge Martin. Ouais, et d'ailleurs, petite stat, et après je vais m'arrêter pour les stats aujourd'hui parce que vous allez vous dire, elle a passé son week-end à faire ça. Non, mais surtout, sinon, tu vas devenir Thomas Morcellino, quoi. Mais d'où tu crois que je tiens mes stats? Je lis, j'écoute, je feuillette tout ce que Thomas Morcellino fait, je lis Sportbike avec assiduité. C'est ma bible, en fait, Thomas Morcellino. Il y a un livre qui s'appelle Thomas Morcellino sur ma table de chevet. Il va me détester quand il va entendre ça. Mais il s'agit du coup des premiers podiums MotoGP sans Bagnaia ni Jorge Martin depuis le Grand Prix d'Amérique de l'année dernière qui se composait d'Alex Rins, Luca Marini et Fabio Quartararo. Donc Ducati ne devait pas être très content ce week-end. Ouais, et puis comme tu parles de Luca Marini, on en profite pour dire que c'était la seule Honda à terminer à la fois le sprint et la course, mais sans marquer de points dans la course, donc il a réussi à aller assez lentement pour se faire dépasser par Alex Marquez qui est tombé. Mais c'est dramatique, on va pas se mentir, Honda là c'est dramatique, Mir il finit par terre tout le temps, Marini il est en fond de classement, Nakagami, bon c'est Nakagami n'en parlons pas, Zarco il abandonne ou il tombe, enfin il y a rien qui va chez Honda, t'as l'impression qu'ils se sont fait marabouter et qu'il y a quelqu'un qui a décidé que les pneus n'allaient pas tenir sur la piste et que c'était fini quoi. Ouais, pour être tout à fait honnête, c'est tellement une bérésina que je sais pas si Honda va continuer dans le championnat. Je vois pas comment ils pourraient partir du championnat par rapport à la Dorna et la FIM, mais en même temps, je vois pas les raisons qu'ils ont de continuer avec des résultats comme ça, avec leur crédibilité qu'on prend un coup aussi, leur réputation. Mais là, en fait, je pense que c'est ultra compliqué, même en termes de psychologie. Tu perds Marquez, tu perds tes plus gros sponsors, tu te retrouves avec des pilotes, alors avec tout l'amour que j'ai pour Marini et Zarco, hein, mais qui n'ont pas du tout la même... comment on peut dire qui rayonnent pas de la même façon au niveau mondial pour les partenaires, etc. Enfin, on va pas se mentir, Quadlock, c'est pas Repsol en termes de sponsors. Donc je pense que c'est ultra compliqué et qui s'accroche parce qu'on a des pilotes qui sont déterminés. Marini, pendant les tests de pré-saison, elle avait l'air très heureuse de ce qui se passait. Bon, en piste, c'est plus compliqué. Mir, il descend de sa moto dimanche, mais cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue. Mir descend de la moto, mais tellement saoulé et blasé. Enfin, tu vois que le mec, il est juste en mode, c'est bon, votre merde, reprenez-la, moi, je peux plus rien en faire, quoi. Ouais, après, et puis là, Marini, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on a l'impression qu'il est dans un état d'esprit de pilote test maintenant. Ouais. Là, le problème, c'est qu'on parle de Honda, mais on peut tirer de la même façon sur Yamaha. Hein. Bon, Ah bah là, oui. à l'issue des qualifs, les 4 Honda ce sont les 4 dernières motos, mais là, si Fabio marque les points de la 12e place, c'est aussi parce qu'on a énormément de chutes. On a les trois Honda par terre, l'autre Yamaha par terre. C'est difficile, quoi. Non, mais c'est catastrophique. Comme tu dis, il y a une histoire de sponsor, d'accord, mais faut pas oublier quand même que même sans parler de sponsoring, le HRC a quand même une grosse puissance derrière, et là c'est juste la moto de toute façon est ce qu'elle est, voilà, elle est pas au niveau. Maintenant, ça a jamais été aussi serré de toute façon que ces dernières années le championnat, donc même en étant à 2-3 dixièmes, voire même à 4-5 dixièmes, ça devient très très compliqué. Et le problème étant, je pense qu'on en verra plus à partir de la mi-saison. De toute façon, Zarco avait dit qu'il n'y aurait pas de grosse évolution avant la mi-saison. Faut espérer de toute façon qu'ils mettent à profit le nouveau système de concession, et puis voilà, que ça bosse, et qu'ils fassent le dos rond pendant plusieurs GP, et qu'on y voit une évolution de toute façon. Après, je rejoins ce que tu dis sur les pilotes. Malheureusement, tu travailles avec des pilotes. Il y a, on l'avait dit avant le début de saison, mais chez Honda, il y a 2 victoires en GP. Ouais. C'est dur. Non, et puis ça doit être compliqué aussi. Alors l'avantage, même si Honda et Yamaha sont si loin, on a quand même 3 teams différents sur le podium ce week-end, donc c'est quand même agréable. Mais je pense que aussi, mentalement, ça ne peut être que compliqué quand tu vois qu'il y a la poule aux odeurs qui est en train de faire sa place dans le paddock. Et on va pas se mentir, Honda, s'ils avaient pu récupérer Acosta et le mettre en haut de la liste et le mettre sur le podium, ils l'auraient fait. Là, en l'occurrence, ils le font pas. Et je vois mal Acosta aller signer chez Honda, vu la Honda cette année. Donc je pense que
qu'il y a ça aussi, il y a toute une réflexion qui va se poser de quid des années à venir. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais cette question-là peut se poser aussi quand Lin Jarvis dit qu'il veut régler l'histoire de l'équipe satellite avant le Grand Prix d'Italie. Qui aujourd'hui va aller chercher des Yamaha en proposant, en voyant ce qu'ils proposent, quand on sait en plus le traitement qu'avait Yamaha par rapport à ses équipes satellites. Entre les équipes. Après, son nom m'échappe. J'ai oublié le nom de ce petit monsieur qui gérait le team satellite. Automne, tu dois te souvenir. Louis Kozienberg. Quel team satellite? Petro. Razlan Razali, sinon. Exactement. La manière dont il communiquait sur ses pilotes, on va pas se mentir, quand même, il s'est retrouvé avec Rossi dans les pattes alors qu'il le détestait. Il y avait une communication sur les pilotes qui était quand même pas dingue et ça aidait pas non plus. Là, il est plus là. La rumeur parlait de Pramac qui partirait sur des Yamaha. Alors Aldeguer doit faire une de ses gueules en sachant ça. Non, Aldeguer, il a un contrat Ducati. Ils savent pas encore dans quelle équipe il va atterrir. Mais... C'est juste drôle qu'il y ait eu cette rumeur sans cesse de Aldeguer pas chez Pramac, et en fait on parle de Pramac chez Ducati. Par contre, Bezzecchi doit être content d'avoir signé à la VR46, même s'il est loin. Ouais, Bezzecchi, c'est un contrat d'1 an qu'il a signé avec VR46, donc si jamais VR46 reste sur les Ducati, c'est bon pour lui, et puis sinon... Non, mais c'est parce qu'il signe la Ducati officielle l'année prochaine. Vous êtes pas au courant encore, mais il va bientôt l'annoncer. D'accord, on l'apprend aujourd'hui, breaking news. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour du MotoGP parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais les gros points à retenir quand même finalement, c'est Marquez, Viñales, Acosta et Martin. Je pense que c'était un très très bon week-end, c'était très agréable à regarder, on a tous pris beaucoup de plaisir. Et on va pas se mentir, le décalage horaire et le fait de pouvoir passer son samedi soir avec une bonne excuse devant une course, c'est pas dégueu. Ouais. Et puis dernier truc, c'est vrai que là c'était aux États-Unis, ils ont mis le paquet pour séduire Liberty Media, et s'ils essaient d'attirer une audience des États-Unis, en tout cas c'était le bon week-end parce que la course elle a été vraiment sensationnelle. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. On va faire un petit point, Paul, je sais pas si tu suis, mais c'est un petit point, moi j'aime bien faire un petit point là-dessus à chaque fois qu'il y a des manches, parce que c'est tellement niche que c'est compliqué d'en faire un seul et même épisode. Un jour on aura le temps, l'énergie et quelqu'un qui monte nos épisodes qui permettront de le faire, mais c'est un petit point FSBK parce que c'était l'ouverture du championnat FSBK durant le premier week-end d'avril sur le Mans, sur le circuit du Mans, et cette année il se passe beaucoup de choses, beaucoup de changements de team. On a tout d'abord en Superbike Kenny Forêt qui était le champion de France Superbike en titre, qui devra lui conserver cette saison sa couronne une 3e année consécutive face à Mike Di Meglio, un nom que vous connaissez quand vous suivez le MotoGP, et face à Mathieu Ginès. De son côté en Superbike on a Martin Renaudin qui se lance un nouveau défi cette année puisqu'il va rouler pour Honda, mais les nouveaux défis c'est pas que pour Martin, on a aussi Loïc Arbel qui passe en Superbike chez BMW en devenant le coéquipier de Kenny Forêt. Pour rappel, BMW c'est un team qui connaît plutôt bien parce qu'il a roulé pendant plusieurs années avec eux, il roule encore sur une BMW en endurance, par exemple aux 24 heures du Mans. Et au niveau des changements aussi, on va avoir en Super Sport 600 beaucoup de nouveautés parce qu'on a l'arrivée de Honda qui se paye le luxe d'avoir Corentin Perolari dans leur team, mais surtout qui se sont payés le luxe de la vice-championne de France 300 qui n'est autre que Justine Penemonte, ce qui vous laisse comprendre pourquoi je suis très contente de l'arrivée d'Honda dans la catégorie. C'est également l'arrivée de Cyprien Bébi, donc champion de France Super Sport 300 de l'année dernière dans la catégorie, et cette année avec la montée de Loïc Arbel, etc., le départ de Johan Gimbert, il y a quand même des noms à suivre en 600 qui sont personne d'autre que Mathieu Gregorio, Corentin Perolari comme j'ai dit, Hugo de Cancelis, je pense que ça parlera à certains, ou encore Guillaume Antiga. Et surtout ce gros point qu'il faut retenir pour la saison, c'est l'arrivée de Honda en 600, parce que ça va poser plein de questions, que ce soit d'un terme technique ou d'un terme de team. Il était temps qu'ils arrivent et qu'ils mettent un peu de variété dans la catégorie. Ouais, en parlant de variété dans la catégorie, il y a aussi les Super Sport nouvelle génération, donc c'est des Ducati Panigale V2 sur lesquels on roule, classement à part.
C'est ça, sur lequel roule Gregorio de Cancelis, etc. Donc ça, c'est très cool aussi. Et donc, comme je le disais, je vais juste vous donner les résultats rapidement pour vous faire une idée de ce qui s'est passé. Au Mans, entre le 6 et le 7 avril, on a eu les courses Superbike avec la course 1 qui n'était autre que gagnée par Kenny Forêt, Mac Di Meglio et Técher. Loïc Arbel se place 5e et Martin Renaudin 7e, ce qui permet à Loïc Arbel, qui est aussi dans la catégorie Challenger, de prendre une petite P1 pour cette première course de l'année. Il fera pareil en course 2 le lendemain, il fera P1 Challenger en se plaçant 6e au classement général, et c'est Técher qui gagne la course, suivi de Ginès et Di Meglio, et Martin Renaudin 5e. Et côté Supersport, on a un pilote soutenu par le team de Yann Marian, donc MotoGP Addict, qui n'est autre qu'Alexis Négrier, qui va remporter les 2 courses, suivies de Perolari, pour les 2 courses également, et Justine, elle, va se placer 11e et 8e sur ces 2 courses, donc il y a quand même pas mal de progression, parce que c'est quand même sa première saison sur une Honda, sur une cylindrée qu'elle ne connaît pas, etc. Donc c'est quand même assez positif pour la saison, et vous le savez, j'aime bien parler des femmes dans le monde de la moto, donc je tiens à préciser que Lucie Boussol, qui elle roule en European Bike, a fait son premier podium de la saison en se plaçant 3e le dimanche. Et la prochaine course, c'est le week-end du 26 avril à l'Édénon, donc si vous avez envie, que vous êtes dans le coin, c'est un championnat qui est vraiment pas cher, on peut s'en tirer pour 15-20 € pour le week-end, il y a pas mal d'actions, il y a pas mal de pilotes très intéressants, c'est des pilotes qui sont très accessibles, souvent en fonction des circuits, les paddocks sont assez ouverts, donc encore une fois, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Avec Automne, nous on sera à Carole, parce qu'on ne loupera pas cette manche sous aucun prétexte. Donc voilà, donc c'était le petit point que je voulais aborder avec vous cette semaine, pour mon premier épisode de la saison, d'ailleurs, premier débrief de cette saison, que je suis très contente de faire avec vous. On se retrouve très vite pour le Grand Prix d'Espagne, qu'on enregistrera également dans la foulée. Et on va bientôt vous faire un petit point Superbike, parce que évidemment il se passe plein de choses, mais ça mérite également un épisode à part. Et ça, Paul, j'espère que tu es prêt pour en discuter, parce que le Superbike cette saison, c'est aussi intense que le MotoGP. Et donc, pour la suite, vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming, donc que ce soit YouTube, Deezer, Spotify, etc., etc. Nous retrouver sur Twitter. Et pour retrouver Automne sur Twitter, ça sera sur Twitter et sur Instagram, le compte Autumn Track. Et voilà, et on se retrouve très vite. Merci Paul, merci Automne. C'était un épisode très chouette à enregistrer avec vous, aussi chouette que les courses de dimanche. Merci. Merci les filles. J'espère que le prochain week-end de course sera pareil. Et normalement, je devrais pouvoir être là pour Carole également. Trop bien. Et ben, on se retrouve très vite avec une victoire d'Acosta. On croise les doigts.